de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que le magazine Rétrocourse papier ou web. C'est la première fois que je viens avec ma voiture. L'ambiance est très conviviale, très sympa. Parmi les différentes catégories, on trouvait les inamovibles Porsche. Cette Carrassis, elle est sortie dans les années 66. C'est un moteur 2 litres double allumage qui sort 210 chevaux. C'est une voiture très agile, ça pèse 650 kg, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin ici d'une voiture très puissante pour faire ce genre d'épreuve. Il n'y a que des petites voitures et ça suffit largement. L'avantage d'ici d'Espagne, c'est que surtout en principe on a du beau temps, on n'a pas besoin de choisir les pneus, changer des pneus, ça c'est la première chose. Ensuite on change des circuits de la France qui sont un peu... Comme ça fait 30 ans que je cours, je connais un peu tous les circuits de la France. Les circuits espagnols, notamment les nouveaux circuits, sont bien. Le circuit de Calafate est un peu petit, mais pour des petites voitures comme ça suffit, ça marche très bien. Et puis on se régale, c'est une ambiance très sympathique, où on se connaît à peu près tous. Les Porsche Classic Series sont devenus le meilleur concours de régularité sur circuit pour les motos et voitures classiques d'exception. La Datsun, j'ai été la chercher dans les années 2007 en Angleterre, donc voilà, et puis je l'ai entièrement transformée en voiture de circuit ou de rallye, puisqu'elle peut faire les deux. J'ai fait du VHC aussi avec. Donc voilà, c'est une voiture qui est de 1972. C'est une 240, c'est une voiture qui est très bonne sur le circuit. À l'origine, ce n'était pas tellement pour faire du circuit, c'était pour faire du rallye VHC. Mais en fin de compte, depuis 2 ans que je fais du circuit, je la trouve extraordinaire. Les 5 rendez-vous programmés en 2018 s'achèveront par une grande finale sur le circuit de Barcelone-Catalogne. La foule et l'ambiance familiale étaient de mise dans les espaces réservés à l'occasion de journées caractérisées par le fair-play et la qualité des véhicules. Après une histoire de 15 ans en Catalogne, les Classic Series sont en plein essor avec une grille de départ qui ne désemplit pas. C'est la meilleure porte d'entrée pour des amateurs de course automobile. Il s'agit de régularité sur circuit, sur véhicules classiques, destiné aux amateurs et aux anciens pilotes, avec comme priorité la sécurité et le respect des autres participants et de leurs véhicules engagés. Nous aimons montrer parfois une montée historique, et c'était cette fois pour la 4e année consécutive que la ville de Serreste, un jet de pierre des plages de la Ciotat, accueillait les bénévoles de Fossea Production et de l'écurie Soleil Classique. C'est sur le tracé de 3,5 km dans ce petit village typiquement provençal que s'est déroulée cette démonstration de voitures historiques. Les nombreux spectateurs en profitaient pour admirer les bolides venant directement du siècle dernier. Alpine, Gordini, BMW, Lancia, Opel, Porsche, Austin, ainsi que quelques superbes monoplaces d'époque. Mais les plus remarqués étaient les 3 rares, TVR, la superbe Jaguar XK120C et surtout la Simca S-Sport. Fait marquant de ce type de manifestation, la tendance familiale qui s'y développe. Dimanche matin, après la mise en place du car podium du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de toute l'infrastructure propre à la sécurité, dont les 9 postes de commissaires de route, suivis de l'habituel briefing des pilotes, la première montée était lancée par Jean-Pierre Berthaud. La première montée qui voyait les abandons sur ennui mécanique de la R12 Turbo ex-Ragnotti d'Éric Charles et du Proto 4L de Thierry Bellezan. L'Alpine A110 de Jacques Dor était confrontée à des soucis de chauffe, mais pouvait toutefois terminer les 2 montées matinales.
La deuxième montée se déroulait sans aucun problème et la pause méridienne permet aux mécaniques comme aux participants de reprendre des forces. Après quelques sandwichs et beaucoup de café, les hostilités pouvaient reprendre. Les deux montées de l'après-midi, dont le bruit des échappements spéciaux et des pneus torturés, ne voyaient pas de soucis particuliers, si bien que la dépanneuse pouvait repartir sans avoir eu à intervenir. Michel Vignal, dans un bref débriefing, remercie au nom de Fossea Production tous les intervenants et partenaires de cette belle manifestation. Vous n'oubliez pas de regarder dans Voiture de légende notre prochaine montée historique du Ballon d'Alsace, une épreuve qui aura lieu pendant les vacances les 11 et 12 août à Saint-Maurice-sur-Moselle. L'itinéraire de ce 15e rallye Costa Brava historique était divisé en 2 journées de compétition, 1037 km de parcours sur lesquels étaient répartis 27 tronçons de régularité bien contrôlés sur les routes des provinces de Gérone et Barcelone. La ville de Palamos était le centre névralgique de l'épreuve. L'explication de Monsieur le maire. Quand l'année dernière, on a reçu par première fois dans le rallye Costa Brava à Palamos, les gens sont très contents d'avoir une épreuve autant importante comme c'est le rallye Costa Brava historique. Palamos, c'est une ville fantastique pour recevoir un rallye de voitures historiques. C'est une ville de qualité, on a tout facile. Juste en face de la base de l'hôtel Trias, on a un grand pas fermé à côté de la mer, de la plage. Comptant pour le trophée et la régularité de la FIA, le rallye était basé à l'hôtel Trias et les contrôles techniques étaient effectués au port de la Marina de Palamos. La 15e édition du rallye Costa Brava historique a le prix de FIA Trophy. Ça sera une compétition très spectaculaire. Il y aura les meilleurs concurrents de la régularité qui gagnent le rallye Costa Brava cette année. Et il faut dire que c'est un très bon équipage. Il y a cette année encore 43 équipages qui sont venus dehors de l'Espagne. Ils viennent d'11 pays différents. On a en total 79 voitures et 24 motos. Et bon, ça va faire un fantastique plateau ici à Palamos. Et, on a envie déjà de commencer et de montrer à tous les concurrents un très beau rallye qu'on a préparé pendant une année. Et je pense qu'on va le surprendre avec de belles routes, avec bonne gastronomie et certaines difficultés pour les navigateurs et pour les pilotes. C'est la 6e fois que je viens, je suis un fan du Costa Brava parce que d'abord l'organisation est parfaite, Alex Romani fait ça vraiment très bien et puis on adore la région évidemment, hein. En Belgique on n'a pas ce beau temps, on n'a pas ces belles routes, on n'a pas les montagnes, c'est tout ce qu'il nous faut pour vraiment passer un bon moment. Cette rallye c'est Alex Romani, c'est l'âme du rallye, c'est lui et son équipe parce qu'ils font le rallye magnifique. C'est une rallye fabuleuse avec ces paysages catalans qui est unique, les routes fantastiques. Le secret de ce rallye, le secret des participants sont toujours 3 choses. La voiture, le copilote et un peu le pilote. On regrette seulement que le rallye aujourd'hui c'est seulement 2 jours et auparavant était 3 jours. On n'a pas de la chance pour ça. Il y a des pilotes beaucoup plus mieux que nous. Non, ce n'est pas de l'humilité. On a ici la crème de la crème des pilotes de régularité et même des pilotes, des vrais pilotes des autres temps. Vous le voyez, c'est beaucoup de Porsche ici au départ, donc c'est vraiment l'arme absolue pour ce genre de rallye parce que les routes sont très sinueuses et la puissance de la Porsche et sa maniabilité permet de redémarrer directement après les virages et ne pas perdre de temps. Donc c'est vraiment une voiture qui est idéale pour ce genre de rallye. À l'inverse des puissantes voitures, on trouvait une petite Mini qui était pilotée par un équipage tout aussi sympathique. C'est un plaisir de conduire avec la Mini
énormément. Sur les routes, ça tient énormément la route. Il n'y a pas de sortie à faire sauf l'erreur, comme on dit, mais c'est un karting carrossé. Voilà. Ça se ménage agréablement. On s'est aperçu que c'était un rallye quand même de haut niveau, avec des routes assez compliquées quand même, et puis mais on s'est régalé. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, et puis on a vu qu'il y avait des belles autos, et un super temps, et une super organisation aussi. Lui me dira si je suis un bon pilote, il n'y a que lui qui pourra le dire, moi je ne peux rien dire. Voilà. Mais lui c'est un très bon copilote. Les Français étaient venus en nombre afin de s'habituer à ce nouveau terrain de jeu et qui était finalement très proche de la frontière pour certains. C'est un peu la proximité, mais c'est surtout la qualité de l'organisation, la sélectivité du parcours. C'est une vraie épreuve de rallye, de régularité sur 2 jours avec beaucoup d'épreuves. Oui, on s'entend très bien parce qu'en fait on parle peu. Notre devise c'est concentration totale. Je suis très heureux de courir avec Antonio et c'est très facile. Il n'y a jamais d'histoire entre nous. Chacun fait son travail et le fait le mieux possible. Voilà. C'est notre première fois ici, mais on est prêt à participer au rallye, profiter de cette belle région et porter haut les couleurs de la Rico Team. On n'a qu'une seule voiture aujourd'hui au lieu de 2 voitures, mais on est prêt comme jamais. Vous êtes le copilote, mais le pilote, qu'est-ce que vous dites? Bon, on sait le faire en France, donc on pourrait y arriver en Espagne, il n'y a pas de raison. C'est la même chose. Du coup, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais on a des vrais pros avec nous, donc on vise le top 10. La chance n'était pas au rendez-vous pour tous, dont cet équipage monégasque qui a dû abandonner plutôt que prévu, avec des ennuis qui s'ajoutent à ceux du départ. Rally Classics achevait avec ce rallye strictement de régularité ses 2 versions du Costa Brava, puisqu'à la mi-mars a eu lieu le 66e rallye Costa Brava FIA de vitesse basé à Gérone. Français, italien ou anglais. Et pour moi, c'est difficile. Après 2 jours entiers de lutte contre les chronos et la moyenne imposée établie, le combat sportif entre les rivaux était resté indécis jusqu'au dernier tronçon de régularité. L'équipage espagnol composé de David Nogarega et Sergi Giralt, Porsche 911 S 1969, a remporté avec beaucoup de mérite la 15e édition du rallye Costa Brava historique, l'épreuve de régularité sur route ouverte qui réunissait à Palamos 88 équipages, près de la moitié venus de l'étranger, dont 7 d'entre eux étaient composés de duos de 2 motos. Il est très calme, posé, on se dispute jamais, donc c'est une bonne chose. Bon, il ne faut pas faire de grosses erreurs non plus, parce qu'alors là, on va un peu s'énerver, mais sinon, si tout va bien, je pense que c'est un charme de rouler avec lui. Le triomphe en régularité de Nogareda Giralt, le premier à l'international depuis qu'ils ont fait leur début dans cette difficile spécialité contre le chronomètre en 2017, c'est le résultat d'une extraordinaire régularité sans la moindre erreur. Ce rythme et cette concentration leur permettaient de décrocher un triomphe de prestige puisqu'ils sont également devenus les champions 2018 du FIA Trophy Historic Regularity Rally pour lequel l'épreuve de Palamos de rallye classique était malheureusement le seul rendez-vous de la saison. En 2e place, ce sont les gagnants de l'an dernier, l'excellent équipage composé de Carles Fortuny, Carles Jiménez, Lancia Beta Coupe 1979, qui affichait une impressionnante régularité par rapport aux vainqueurs dont ils étaient séparés par moins de 2 points de pénalisation. Le podium était composé par un équipage belge, considéré comme un des meilleurs de la régularité actuelle, et 2 fois vainqueur de ce rallye Costa Brava historique, Yves de Flandre, Joseph Lambert, Porsche 911
1972 qui devenait également vice-champion d'Europe de la spécialité. On a pu remonter un tout petit peu durant la dernière nuit avec des difficultés de navigation et comme toujours, ça se termine pas trop mal sous un beau soleil. On a déjà gagné 2 fois ensemble. L'année dernière, j'étais déjà 3e. J'espérais aussi faire un peu mieux cette année, mais enfin voilà, 3e, c'est déjà pas mal parce que les Catalans sont quand même très très forts. Le mot de la fin était pour le responsable de la FIA. Sans aucun doute, c'est un des plus beaux rallyes à l'heure actuelle pour les voitures historiques. La FIA supporte complètement cette épreuve dans le sens que nous allons créer un trophée de régularité. L'année prochaine, a priori, il y a déjà 3 épreuves qui sont candidates, le Costa Brava, le Liège-Rome-Liège et un rallye en Pologne. De plus, on va essayer de mettre au calendrier, mais ça pose des problèmes, je dirais, purement techniques, le rallye de Grèce. Et nous espérons, dans les années suivantes, monter à 5-6 épreuves avec par exemple le rallye du Portugal et le rallye de Saniroli. Le rallye pour nous, c'est une aventure. Un grand moment d'évasion. L'amour des belles voitures, des vieilles voitures. Et puis le côté régularité, challenge. C'est fun, c'est glamour, c'est convivial, c'est du rose. On est pink addict, nous, avec ce rallye. Ça, pour ça, c'est cool, c'est la plus légère. Le Grand Palais accueillait les vérifications administratives et techniques du 27e Tour Auto. Comme à chaque rallye, on y délivrait le précieux sésame indispensable à chaque équipage pour aligner sa voiture au départ de la plus ancienne course automobile encore organisée aujourd'hui. Les 239 bolides engagés dévoilaient leur carrosserie parfaitement lustrée, dissimulant des mécaniques parfaitement entretenues et finement préparées pour affronter les 2100 km du parcours 2018. L'itinéraire emmenait les concurrents en Bourgogne avec une arrivée d'étape le mardi soir à Besançon, mercredi, direction la Haute-Savoie avec une étape à Megève. Puis, le parcours se dirigeait vers le sud avec une étape à Avignon le jeudi et Aix-en-Provence vendredi. Enfin, le samedi, les concurrents achevaient leur périple à Nice, ville d'arrivée historique du Tour de France automobile originel. Petits constructeurs qui avaient des envies, qui construisaient de très jolies, surtout en Italie, de très très jolies voitures, même en France bien évidemment, mais beaucoup de petits constructeurs avec des petits moteurs parce qu'à l'époque ils souhaitaient gagner dans des courses liées à ces cylindrés en fait. Alors il y en a énormément en Italie et qui ont pour la plupart disparu comme en France, malheureusement. Le peloton du Tour Auto quittait Paris dès l'aube en direction du château de Courance, lieu de départ officiel de l'épreuve, tous équipés du GPS Tripi Air, soit du chronométrage, le tracking, le contrôle des vitesses et donc la sécurité. Au programme de la première étape, un parcours long de 461 km menait les 239 équipages vers la première épreuve spéciale de Sinotte, puis au circuit de Dijon-Prenois pour ensuite rallier la ville de Besançon et son parc fermé qui était installé au pied des remparts. Oui, on peut dire que c'est une découverte, surtout que là c'est quand même un gros rallye. Et puis je suis avec, on va dire, des professionnels, on le voit tout de suite. Ils lisent le roadbook comme si c'était un bouquin, ils n'ont aucune complication à lire ça. Moi c'est plus compliqué quand même, mais du coup j'espère qu'en fin de journée, ce sera plus facile. Les 3 plateaux de la catégorie compétition ont été les premiers à se mesurer au chronomètre dans la spéciale de Sinotte, longue et rapide, qui a permis aux concurrents de se mettre dans le rythme. Énormément de monde dans les parcs de regroupement, dans les parcs d'assistance. Les gens sont emballés et puis surtout on voit de tout. On voit des voitures extraordinaires par leur passé, les Ferrari, Maserati, Jaguar, Ford GT40, etc. Mais alors,
Une des voitures qui a le plus de succès, c'est la vieille de chevaux de 1954. Arrivé au contre-horaire, les gens se jettent dessus. C'est vraiment très beau. Ça prouve qu'il y a encore pas mal de passionnés de voitures en France. Après une première étape qui permettait aux concurrents de prendre la mesure de leur machine et de l'épreuve, le Tour avait quitté Besançon pour prendre la direction de la première épreuve spéciale de la journée, baptisée Altitude 800, entre les communes de Levier et de Dampierre-les-Tilleuls. Sur ce parcours qui serpentait au cœur de la forêt jurassienne, prémisse de l'arrivée du Tour en Haute-Savoie dans l'après-midi, les deux équipages britanniques en tête du classement général VHC confirmaient leur grande forme. Ainsi, la Ford GT40 de Andrew Smith James Cottingham s'imposait avec 10 secondes d'avance sur la Jaguar Type E de Chris Ward, Andy Elcombe et la Lotus Elan des Suisses Raphaël Favaro, Yves Badan. Sur ce parcours qui serpentait au cœur de la forêt jurassienne, prémisse de l'arrivée du Tour en Haute-Savoie dans l'après-midi, les deux équipages britanniques en tête du classement général VHC confirmaient leur grande forme. Ainsi, la Ford GT40 de Andrew Smith James Cottingham s'imposait avec 10 secondes d'avance sur la Jaguar Type E de Chris Ward, Andy Elcombe et la Lotus Elan des Suisses Raphaël Favaro, Yves Badan. Fort de cette nouvelle victoire, les Anglais récidivaient quelques heures plus tard sur le circuit de Bresse. Fort de cette nouvelle victoire, les Anglais récidivaient quelques heures plus tard sur le circuit de Bresse. Après avoir pris de la hauteur à l'occasion de la deuxième étape, avec une traversée du Jura et une ascension vers la station alpine de Megève, les équipages du 27e Tour Auto Optique 2000 redescendaient dans la plaine pour disputer la troisième étape, longue de 487 km. Au programme de la journée, 2 épreuves spéciales et des courses sur le circuit de Lédenon avant de rejoindre le parc fermé installé au pied des remparts de la ville d'Avignon. Progressivement, le peloton du Tour Auto se rapprochait des 2000 km parcourus depuis Paris. Après avoir fait étape à Besançon, Megève et Avignon, les équipages poursuivaient leur descente vers Aix-en-Provence à l'occasion de la 4e étape. Comme le veut la règle de l'épreuve, c'étaient les concurrents engagés en régularité qui, lors des 2 dernières journées du rallye, s'élançaient les premiers sur les routes. Ainsi ont-ils eu la primeur du chaleureux accueil du public tout au long du parcours. Les véhicules sillonnaient les combes louvoyantes du Luberon au détour des villages provençaux, avec une pause déjeuner dans le majestueux couvent royal de Saint-Maximin, ancien cloître dominicain datant du XVIIIe siècle, puis les pinèdes de la Sainte-Borne, avant un passage au circuit Paul Ricard où des milliers de passionnés les attendaient. La 27e édition du Tour s'achevait par 3 épreuves spéciales disputées dans l'arrière-pays provençal et une arrivée jugée à Nice. De cette aventure humaine et sportive, un vainqueur a été célébré à l'arrivée, l'équipage suisse Raphaël Favaro et Yves Badan sur une Lotus Elan 26R, installée en 2e position depuis la veille. Il bénéficiait des problèmes de boîte de vitesse survenus sur la GT40 du duo britannique Andrew Smith James Cottingham dans l'avant-dernière spéciale du rallye. La surprise, c'est qu'on ne pensait pas être vainqueur, on pensait être 2e. On a vu le problème, on a dépassé la GT40 lors de l'avant-dernière spéciale. On a entendu un bruit pas très catholique, je dirais. Et puis, on y a quand même pensé, hein, vu le bruit que ça faisait. Et puis, mais on n'avait pas la certitude, donc oui, ça fait... 2e, c'était déjà bien, mais en premier... magnifique. La victoire en régularité revient à l'équipage tricolore Jean Rigondet, Olivier Souillard, CG 1200S, dominateur du premier au dernier jour du rallye. La voiture qui battait les Alpines à l'époque. Et elle a battu les Alpines aujourd'hui. Elle a battu les Alpines, toutes les Alpines aujourd'hui, et toutes les autres. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.